MHz. Radio 7 106.1 MHz. Merci à Edi Kassamba, merci à tous les auditeurs qui nous écoutent dans la ville-province de Kinshasa, presque dans toutes les communes. Vous qui nous écoutez également du côté Congo central, pourquoi pas dans l'écran Bandundu. De l'autre côté de la rive, nous voyons le Congo Brazzaville. Merci de votre fidélité. Vous êtes dans votre émission Zoom 7 chez vous à la maison. La présentation des gens de Dieu Moukadi Wakaondia, mes allons de signer Edi Kassamba, assisté par Israël Moussongi. Dames et messieurs, nous sommes toujours là parce que c'est notre job et nous l'avons accepté. Merci de nous être fidèles. Aujourd'hui, l'émission Zoom 7 aligne Dieu Sekimonyo, professeur de son état. Il est analyste politique économique. Professeur Dieu Sekimonyo, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Non, je ne vais pas bien. Je vis au rythme du Congo. Au rythme du Congo. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui avaient demandé le professeur Dieu Sekimonyo. Il est là. Il y a eu une grande demande d'attendre cette voix. J'espère que ce n'est pas ma voix. J'espère que ce sont aussi mes réflexions. Merci. Très bien. Voilà, aujourd'hui, dames et messieurs, nous allons décortiquer des questions purement scientifiques, mais qui se lient à la politique, dames et messieurs. Comment ça va se fonctionner? La première problématique, nous nous sommes posé la question, une fois élu président de la République, donc il y aura un nouveau président parce que nous nous approchons aux élections. Après les élections, nous aurons un nouveau président de la République. Et le président a droit de 4 membres. 4 membres à la Cour constitutionnelle. Comment cela se fait? Nous allons encore parler du nouveau président. Va-t-il penser à la dédollarisation? Good. La problématique du recensement des Congolais. La thématique de la nationalité congolaise, parce que tout le monde en parle. Nous allons chiter avec professeur Dieu Sekimonyo, avec la situation, également des élections en RDC, où la CENI pose problème par rapport aux kits électoraux, et demande au président de la République de s'intégrer, et par là il faut qu'il y ait des avions, et puis il y a aussi un compte qui reste, il faut 170 millions de dollars américains pour que la CENI soit apaisée et nous dire qu'il y aura élection. Mais il reste quelques jours. Avec Dieu Sekimonyo, nous en parlons. Nous nous lançons. Votre premier mot? On est au dernier virage de soi-disant élection qui devait arriver le 20. Mais les médias congolais me déçoivent tellement. Comment les médias vous déçoivent? Ils ont failli à la maturation ou la maturité de notre démocratie. Aujourd'hui, on pose des petites questions aux candidats. On ne pose pas de problèmes, on ne pose pas de scénarios. On ne sait pas le prochain président. N'en parle même pas de députés. Qu'est-ce qu'ils vont faire ou idéologiquement, où ils se placent sur les questions critiques en RDC. Et j'espère cette émission, on va essayer de stimuler le dialogue national sur les vrais problèmes que fera face le prochain président. Merci beaucoup, Dieu Sekimonyo. Une fois élu, on aura un nouveau président de la République. Et ce président aura besoin de 4 membres à la Cour constitutionnelle. Comment ça se fait? Il y a 4 membres de la Cour constitutionnelle qui sont en fin de mandat. On sait aujourd'hui, je dis avec la constitution de la Cour, qui a réinstallé tous les gouverneurs déchus par des membres élus de l'Assemblée, mais ils viennent de se revoir tous. Quelque part, magiquement, ils ont été réinstallés par des individus qui ont été nommés par un individu.
Alors, la Cour constitutionnelle est devenue une cour aujourd'hui politique que l'autorité morale de la nation. Parce qu'en fait, la vraie autorité morale, c'est la Cour constitutionnelle. Avec 4 qui vont tomber. Un de juge à la Cour constitutionnelle, on sait qu'il reçoit pas, il n'accepte pas les ordres de la hiérarchie. Est-ce qu'on aura toute une cour qui va obéir aux caprices d'un président, ou on aura une cour constitutionnelle qui sera en train de lire la Constitution, les vertus de la Constitution, les articles de la Constitution. Alors, le président de la République aujourd'hui, le potentiel président, tous les candidats, on devait déjà leur demander, s'ils savent, s'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un problème, de quels sont les critères qu'il y aura à choisir les 4 nouveaux membres. On sait qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, il n'y a qu'une seule femme. Est-ce que il sera de rebalancer ces facteurs, ou il y aura d'autres facteurs? Pourquoi c'est important que le système judiciaire? On est parmi les derniers au monde sur le classement Doing Business. Ça veut dire faire les affaires en RDC. On est mal placé, parmi les derniers. Et ça a beaucoup à voir le système judiciaire qui doit garantir les contrats entre les partenaires. On sait déjà que le président de la Cour de cassation s'est plaint qu'il y a des juges qu'on nomme frigo. Ça veut dire ils ne font pas des arrêts. Moi, je suis allé au Conseil d'État. Jusqu'aujourd'hui, le juge qui devait se prononcer en 48 heures, il ne s'est pas encore prononcé sur les statuts de ma candidature à la présidence. Et les gens m'ont dit, mais c'est la cour, vous êtes allé à la cour, ça ne va pas marcher. Je dis, est-ce qu'ils ne comprennent pas l'implication du juge qui jusque-là, parce que même s'il se décide aujourd'hui, je peux être candidat à la République, même en retard, ça sera plutôt un arrêt de principe. Ouais. Et quel est le problème qui vous oppose, vous, avant qu'on puisse encore enchérir avec ces sujets? Entre vous, on aurait appris que vous avez un problème avec le Conseil d'État. J'ai un problème avec le Conseil d'État. Pourquoi? Dans le dossier, c'est une question simple. Est-ce que la Cour constitutionnelle n'a pas brisé la loi? Parce que dans la Constitution, je crois, l'article 60, la Cour constitutionnelle devait me répondre en moins de 30 jours sur la notion de la caution. Parce que moi, je dis, l'article 5 de la Constitution, si je me rappelle bien, dit on ne peut pas discriminer un Congolais sous base de socio-économique. Ça veut dire que ce n'est pas la caution seulement au niveau de la présidence. Même au sujet de liste, il faut avoir 254 000, tout ça. Je dis non, ça discrimine les pauvres et surtout les femmes. On doit faire tomber la loi électorale. Et la Cour constitutionnelle n'a pas répondu pour presque une année. Ils viennent à peine de répondre et dire que c'est irrécevable. Mais moi, je voulais que le Conseil d'État dise que la Cour constitutionnelle est en faute de ne pas avoir respecté la Constitution. Et dans tout ça, c'est que les gens ne comprennent pas ma relation. Qu'est-ce qu'il y a mon dossier avec le Congolais? Tout Congolais, c'est ceci. On sait bien, on vient de décrire à Makala qu'il y a 500 morts. 503. 503 morts. De janvier jusqu'au novembre. Janvier jusqu'à novembre. Et ça, c'est quand vous allez visiter les gens à Makala, ça, c'est maintenant qu'on en parle. Mais on a normalisé ces genres de crimes de l'État. C'est un crime. Quand vous mettez quelqu'un en prison, il meurt en prison sans même justifier. Dans quelles conditions? Il y a plus aussi de 2200 qui n'ont jamais été jugés, mais qui sont en prison. Qui n'ont jamais été jugés sont en prison. Et je dis, ils n'ont pas compris. Si la Cour Conseil d'État s'est prononcée, je sais que j'aurais raison, pour dire que la Cour constitutionnelle doit être punie pour ne pas s'être prononcée en 30 jours, tout le Congolais va comprendre, même ceux de Makala, ils peuvent aller à la cour, porter plainte contre l'État en cour pour dire qu'ils ont dépassé le délai établi pour être jugés. Par exemple, aujourd'hui, maintenant j'ai un autre problème. Le Conseil d'État devait se prononcer en 48 heures. Maintenant, ça fait deux mois. Ça m'a coûté la candidature à la présidence. Alors, bien sûr, je ne suis pas comme ceux de Makala. Ils sont dans de pires, horribles conditions. Mais ça reflète
tout un système. Si un conseil d'État ne respecte pas le terme, les délais imposés par la loi, pour une candidature à la présidence, imagine un juge au tribunal avec quelqu'un démuni. La plupart, si je veux bien dire, ce sont des pauvres qui sont à Makala. Même si le délai est établi pour que se prononce, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en foutre. Le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, c'est eux qui établissent la moralité de la RDC. Mais en ne pas se prononcer, ils viennent de dire à toutes les autres cours, tant qu'un juge ne veut pas, il n'y a pas de conséquences. Alors, les gens doivent comprendre l'implication de mon cas sur la République et tous ces cas. Et on parle seulement de Makala. On ne parle pas de Cachot au Kassai, à Kisangani. On ne parle pas de cela. Ce sont des drames qui se passent partout. Parce que le droit d'un citoyen congolais n'est pas respecté. Et c'est ça mon combat. Et ça a une implication économique. Tant qu'une cour ne peut pas garantir de se prononcer, ça veut dire si je viens investir au Congo et quelqu'un m'escroque, c'est un escroc, me prend mon argent, où est-ce que je vais aller? Tant qu'on n'a pas résolu le problème de la cour, et c'est ce problème-là, c'est cette question-là problématique qu'on devait demander au prochain président. Comment vous allez résoudre le problème de la justice en RDC? Parce que ça a des implications économiques. Professeur Diosé Kimonyo, et si, au cas où, vous êtes président, dans les cas échéants, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si je suis président, moi je suis beaucoup plus idéologique. Je veux nommer des candidats, des gens au conseil, à la Cour constitutionnelle et surtout au Conseil d'État qui sont idéologiques, qui lisent la loi. En ma faveur ou en ma défaveur, ils doivent lire la loi. Ça veut dire, et même pour rendre ce système de sélection plus démocratique, on devait laisser plutôt à cette institution judiciaire faire un mécanisme qui, eux, donnent des noms. Ils peuvent donner oui, non, et basé sur des raisons de sécurité nationale, après vérification, on peut trier pour trouver. Est-ce que vous ne voyez pas que cette même procédure-là de président de la République qui envoie ces gens à la cour, on demande encore à d'autres, vous ne voyez pas qu'il y aura toujours une prédominance parce qu'il y a toujours une théorie qui dit la main qui te donne, c'est celle qui te domine, ou aussi la personne qui t'a nommé, c'est elle-même qui peut encore te révoquer. C'est la grandeur de l'esprit qui compte. C'est la différence entre un acteur politique et une femme ou un homme d'État. Un homme d'État comprend la précédence de l'État, du bénéfice général. Un acteur politique, il voit son bénéfice personnel. Alors, quand on comprend qu'on est homme d'État ou femme d'État, on doit mettre l'intérêt de la nation en avance. Parce que quand une nation avance, ça nous avance aussi. Pas seulement l'individu, mais toute ma famille. J'ai besoin que ce pays ne soit pas un État, soit un État de droit et non pas un État de loi. Parce que ça garantit la justice à mes enfants, à mes parents, et ce n'est pas seulement question de moi en tant que la personne. Et c'est ça qu'on a un problème. La main qui te donne, c'est la main qui te demande, c'est les acteurs politiques. Mais quand c'est un homme, un homme d'État, une femme d'État, cette personne comprend. Quelle nuance faites-vous entre un homme politique et un homme d'État? Un homme politique, c'est comme un joueur. Il prend la politique comme un jeu. Il doit gagner, il doit se faire l'argent. Un homme d'État veut marquer l'histoire. Il veut changer la communauté, il veut changer une nation. Le bénéfice, ce n'est pas l'argent. Le bénéfice, il est beaucoup plus intellectuel, il est peut-être beaucoup plus égoïste, mais il est beaucoup plus significatif et moderne. Nous rappelons que vous suivez Zoom 7 pour ceux qui viennent de nous prendre encore des diffusions. Nous recevons pour ces jours, nous sommes vendredi 8 décembre 2023. Professeur Diosé Kimonyo, analyste politique économique. Toujours dans ces mêmes registres, professeur Diosé Kimonyo, une fois élu, on aura un nouveau président de la République. Il y a encore l'autre thématique qui pose problème. Est-ce
le nouveau président de la République qui pourra être là, s'il penserait à la dédollarisation, comment ça va se faire? Parce que vous êtes économiste de formation. On peut, je fais la politique économique. Très bien. Mais aussi, pour dire un nouveau président, on peut voir même le président Tshisekedi d'être reconduit. Il sera un nouveau mais reconduit. Oui, oui, juste pour voilà. pour que les auditeurs ne comprennent pas d'autres choses. On est en train de faire la campagne pour non. Ici, nous parlons science. Science. Voilà. Alors, pour ces mandats-là, est-ce qu'on ne sait pas encore où idéologiquement le nouveau président, si on peut utiliser le terme, se place sur la question de la souveraineté de l'État, de l'argent? Est-ce qu'on doit avoir de l'argent qu'on peut imprimer, ça veut dire on contrôle, ou on peut briser la souveraineté? On dit, comme aujourd'hui, on a dollarisé, ça veut dire on ne contrôle pas les dollars, on ne contrôle pas les frais. On a laissé notre économie à la merci des Américains. La problématique de la dédollarisation, c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est comment moderniser notre système financier. La dédollarisation, c'est beaucoup plus philosophique pour savoir est-ce que le président pense qu'une nation doit avoir la souveraineté de sa monnaie, ou pour des raisons économiques, pour éviter l'inflation, tout ça, il faut dollariser pour éviter, tant qu'on n'est pas encore le maître, comprendre comment utiliser l'argent pour notre développement. Et ça aussi, ça va aussi la question, les critères du choix du prochain gouverneur de la Banque centrale. Est-ce que le prochain président peut nous dire quels seront les critères de cette personne qu'ils vont choisir? Ou s'ils ont même des noms, ils devraient avoir certains noms qui pensent qu'il va aller avec leur idéologie. Donc c'est ce qu'on pouvait attendre des candidats qui se disent aujourd'hui des candidats président de la République. Oui, ils devaient déjà. Donc ce sont des vrais débats qui devront être laissés sur la place publique afin que les Congolais ou les électeurs puissent comprendre. Oui, c'est ça qu'on est en train, j'espère qu'on va instiguer avec cette conversation. On ne pose pas de questions ici, on est en train de poser des problèmes. Et voir comment le président, il va nous dire comment il va les résoudre. Parce que répondre à une question, c'est facile. Résoudre un problème. Voilà. Il peut avoir faux, mais au moins qu'il nous dise comment il va résoudre. Est-ce que la monnaie doit être, l'économie doit avoir une monnaie souveraine, ou on comprend avec, on ne sait pas encore contrôler notre économie, on n'a pas une maturité financière dans nos institutions. Est-ce qu'on doit encore laisser notre économie dollarisée? Moi, je pense, oui, on doit laisser notre économie être dollarisée au moment où on doit fixer, arranger notre problème, qui est la modernisation de notre système financier. En ça, je dis ceci. En termes techniques, c'est augmenter l'appétit de la monnaie scripturale et faire que les gens perdent l'appétit de la monnaie fiduciaire. En termes clairs, ce que je veux dire, c'est seulement que les gens doivent commencer à utiliser la monnaie virtuelle. Ça veut dire que je dois être en mesure, partout où je vais, j'utilise ma carte. Et on doit éviter d'utiliser l'argent papier. Et par ça, tant que le Congolais n'utilise pas la monnaie à la carte, on ne peut pas tricher. Et vous trouvez que ça sera facile avec une personne qui est à Walikale, qui peut-être l'accessibilité même à une banque pose problème. Il n'y a même pas une banque dans sa contrée. Comment cette personne va vivre? Tu vois, aujourd'hui, tu peux envoyer quelqu'un à Walikale l'argent mobile money. C'est ça la monnaie. C'est ça la monnaie. Donc je voulais les termes clairs, ouais. C'est ça la monnaie scripturale. Quand vous envoyez mobile money, vous donnez à cette compagnie Vodacom. Une personne qui a Kamanga là-bas. C'est mobile money. C'est que les compagnies de téléphone en soi sont en train de faire le travail de nos banques commerciales. Ok. Parce qu'on est en train de transférer. Vous transférez $10, la personne se présente de l'autre côté et prend $10. Vous n'avez pas envoyé le papier. C'est seulement des signaux. Quand vous mettez $10, vous envoyez à quelqu'un, il n'y a pas d'argent dans une banque. C'est seulement des chiffres qui se baladent. Tout ce qui nous reste, c'est seulement que la personne a aussi, il y a des magasins ici qu'on peut acheter des trucs avec le mobile money. Ouais, aujourd'hui, on peut aller dans une boutique acheter mobile money. Ça veut dire que c'est une monnaie qui n'existe pas. Elle est entrée par une porte, mais elle est devenue virtuelle.
Maintenant, comment faire? Mobile money existe. C'est un système scriptural. Comment faire? Ouais, c'est juste ça. C'est juste l'appétit. Avoir le mobile money, au lieu d'en faire seulement le système de téléphone, on sait que notre poste de communication a l'habilité d'avoir un système comment ça s'appelle, téléphonique cellulaire. Quand on a un système cellulaire, on peut faire aussi mobile money. Et c'est ça qu'on doit réinitier l'importance des postes de télécommunication en RDC. Ça doit être aussi une autre industrie, un autre business qui existe en RDC pour faire la compétition aux entreprises privées. Comme ça, on sait s'ils exagèrent leurs termes, leurs valeurs, on sait que le public paie les contrecarrés pour les prix. Ou même, il y a des lieux où ces mobile money ne desservent pas. Il peut dire, on ne va pas construire des pylônes, je ne sais pas, KTT, je ne sais pas où. Mais on peut utiliser l'argent de l'État pour faire que le Congolais ait accès au mobile, au système mobile. Et dès qu'ils ont accès au système de mobile, on peut créer et faire balancer la monnaie scripturale, la monnaie qui n'existe pas. Ça veut dire, aujourd'hui, un exemple, quand vous allez sur mobile money, vous prenez une dette de 1 giga. En fait, vous venez d'emprunter $1 qui n'existe pas. Quand vous remboursez $1. Mais imagine que 100 000 personnes en RDC, en une journée, ils empruntent $1. Ça veut dire le système comme Orange Money vient de créer 100 000 $ qui n'existent pas. Et c'est ça l'économie financière moderne. Quand les États-Unis ont un problème de l'immobilier, des dettes immobilières, c'est parce qu'ils ont créé l'argent qui n'existe pas. Maintenant, le remboursement. C'est comme si on vous donnait aujourd'hui l'argent que vous pouvez avoir potentiellement jusqu'à 30 ans. Et c'est ça la modernisation du système financier. Tant qu'on ne modernise pas notre système financier, on va aller nulle part. Et qu'est-ce qui est à la base de notre dépréciation de la monnaie? Toutes les monnaies se déprécient. C'est pas mal la dépréciation. Par exemple, les Chinois, ils gardent que leur monnaie soit faible par rapport au dollar. Et les Américains se plaignent tout le temps. Par le fait que leur monnaie soit faible, leurs produits sont moins chers que les produits américains. C'est ça. On ne doit pas dire la dépréciation, c'est un problème. Les conséquences qui existent déjà. La dépréciation. Qui existent déjà. La dépréciation, elle peut exister. Mais les conséquences chez nous, c'est néfaste parce qu'on a une autre maladie. La pauvreté. On a un système primitif d'économie. C'est ça qu'on doit guérir. Et le reste, ce sont des symptômes. Et certains symptômes qui sont bien. On doit avoir une monnaie toutes les monnaies se désapprécient. Et ça doit aller dans ce sens. Si ça peut bénéficier à notre économie. Si notre monnaie est faite par rapport à nos voisins. Et on offrait des services ou des produits, les gens viendront acheter chez nous. Ou viendront chercher les compagnies congolaises par rapport aux autres. Parce que ce serait moins cher de venir chez nous qu'aller chez les voisins. Et c'est ça qu'on doit comprendre. La discussion sur la dépréciation de la monnaie, faux problème. Le pouvoir d'achat des Congolais, faux problème. Le Congolais pauvre, pourquoi? Parce qu'il vit dans un pays à revenus faibles. Le SMIC, il est combien? On ne pose pas à tous ces candidats, est-ce qu'ils vont augmenter le SMIC? L'UDPS au pouvoir, 5 ans. Le peuple d'abord, ils n'ont pas augmenté le SMIC de 1 cengui. Mais ils disent qu'ils ont augmenté le budget de l'État. Ça veut dire, quelque part... Quand même, maintenant, c'est à 16 milliards. Ça veut dire qu'ils ont étouffé l'économie. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Ça veut dire qu'ils ont collecté tellement de taxes sur les pauvres. Ils ont tué la croissance de l'économie en vouloir emmagasiner l'argent dont on sait 80%, 90%, c'est pour payer le train de vie des institutions. Ce n'est pas pour réinvestir dans l'économie. Ça veut dire que c'est une mauvaise chose qu'il ne fallait pas qu'ils se vantent. Tant qu'on n'augmente pas les salaires des gens sur lesquels on doit tirer l'argent des taxes, et quand l'argent des taxes augmente, ça veut dire qu'on a étouffé l'économie. On ne doit pas applaudir qu'on a augmenté les revenus de l'État sans avoir augmenté les revenus des citoyens. Merci beaucoup, professeur José Kimonyo. Rappelons qu'il est analyste politique économique. Ici, il se pose encore un autre dilemme.
C'est le recensement des Congolais. Ça, c'est le problème le plus critique. C'est pour cela que j'ai embêté les gens comme l'équipe de Matata Mpoyo, qui a été Premier ministre pendant longtemps. Il s'est dit économiste. Mais le recensement, c'est sur la base de quoi que tu fais des projets. Tu ne vas pas dire on va, soi-disant, construire 2 écoles à Massina. Parce que, soi-disant, il y a beaucoup de la population. Il n'y a pas de preuve. Peut-être il y a plus de gens à Gombe qu'à Massina. Peut-être, on ne sait pas. Mais comment un économiste peut se dire qu'il va faire des projets de loi, de développement, sans savoir combien de gens. C'est comme si on dit aussi, je peux aller terre à terre, une maman qui fait la cuisine sans savoir combien de gens elle va nourrir. Ou bien elle va faire trop, c'est du gâchis parce qu'il n'y a pas assez de gens pour manger, ou il n'y aura pas assez, ou elle va faire la mauvaise nourriture parce qu'il peut y avoir des gens qui sont allergiques. Les recensements, ce sont les fondamentaux. Tant que ce n'est pas la priorité dans notre pays, c'est qu'on n'a pas encore compris le développement. C'est même pas moderne, c'est fondamental de savoir où sont les Congolais, combien, comme ça on peut planifier. Les 145 territoires de projets, on a divisé l'argent, je crois, en 145. Ça veut dire qu'il y a des places qu'on va construire une école qui n'ont pas besoin d'école. Parce que la population. Donc, il suffit d'abord d'avoir l'identification même des besoins de cette population-là, en connaissant même les nombres qui sont. Il faut savoir le nombre. Et les tranches d'âge par rapport à ce qui doit être fait. Et voilà, il faut les donner. Aujourd'hui, c'est pour cela que je dis, c'est difficile d'être un expert en RDC parce qu'on ne respecte pas l'expertise. Par exemple, aujourd'hui, si vous me dites de planifier quelque chose pour Bandundouville, je ne saurais pas vous le faire. Je ne sais pas combien de gens, combien d'âge, combien il faut respecter l'expertise. Et c'est ça qu'on doit appeler un leadership qui a une certaine expertise. Et checker l'expertise de quelqu'un, on doit voir ce qu'il a écrit au sujet des thématiques. Mais aujourd'hui, on a des gens à la présidence, candidats à la présidence, jusqu'au niveau des députés, qui n'ont rien écrit. Un avis sur une question fondamentale. Peut-être ils ont parlé de, je ne sais pas, de la forêt, tout ça. Ils n'ont jamais écrit. On ne pose même pas le problème sur l'environnement. CAP 28 va se terminer. Quel est leur avis? Moi, je ne pense pas que la solution sur le changement climatique viendra des pays développés. Je ne pense pas. Et vous pensez? On doit avoir des solutions africaines ou surtout comme la RDC pour dire on doit imposer une taxe carbone. Ça veut dire tous les produits partout au monde, produits quelque part pour le transport. On doit dire par exemple 1%, c'est ça la taxe partout au monde de tous les produits vendus. Et cette collecte d'argent, on doit la donner aux pays comme le Congo qui ont la forêt. Et pour ça, ça va nous aider à augmenter notre SMIC. Comme ça, tant que les gens, le niveau de vie des gens augmente, des standards de vie, on ne va pas couper l'arbre. Tant qu'on peut utiliser l'argent pour résoudre notre problème d'énergie, on n'aura pas besoin de Makala. Par exemple, on aura l'économie basée sur le frigo. Comment on peut dire? Tant qu'il y a un frigo qui existe, les gens n'achètent pas du jour au lendemain, on doit moderniser. Où est-ce qu'on peut trouver l'argent? Un des secteurs où on doit trouver l'argent sur le secteur mondial, c'est imposer une nouvelle formule pour dire les pays qui sont en train de polluer le monde, c'est un crime. Alors on ne peut pas les approcher comme dire non, donnez-nous, ayez pitié de... Non, ils ont commis un crime. Ils doivent payer de ces crimes. Ils doivent payer des pots cassés. Les pots cassés, et même pire, leurs économies aujourd'hui continuent à casser les pots. Ils n'arrêtent pas parce qu'aujourd'hui on n'y va pas en tant que pays. Nous, on est les moins pollueurs. Alors on doit aller sur la table avec une solution. Tant qu'on n'a pas de solution, des solutions qui sont offertes par les autres, si je ne veux pas dire imposées, ne nous sera pas mis en avantage. On parle de la guerre en Israël, entre la Palestine et l'Israël, le conflit. Quelle est la position des candidats présents? Parce qu'ils ne seront pas seulement candidats de la RDC. Ils doivent jouer le poids sur le niveau international. On ne sait pas leur avis. Ils vont coopérer. Même la coopération. On doit se demander, est-ce que cette personne y croit aux coopérations bilatérales, ça veut dire nation à nation, ou multilatérale, que je ne crois pas. Ça a une implication avec la situation à l'Est. Est-ce que la situation de l'Est, c'est la solution? Elle est le pays
ou on en fait un problème régional. Le prochain président doit nous expliquer, est-ce que l'approche, ça serait solution régionale ou c'est un problème interne? On doit faire comme tous les pays. Sur les matières de sécurité nationale, il n'y a pas de négociation. On ne doit pas négocier avec n'importe quel pays sur les questions de sécurité nationale. L'idée que le monde sera tout ouvert, il n'y aura pas de frontières, c'est un fantasme de mauvais goût. On doit conquérir le monde. On doit aller, en tant que conquéreur, coloniser l'Afrique au moins, surtout l'Afrique centrale, pour avoir la balance des forces. Tant qu'on pense qu'on doit être gentil avec les gens, qui ne seront jamais gentils avec nous, parce qu'ils ont des intérêts nationaux qui priment chez eux, nous aussi, on doit le faire. Donc, à vous entendre, on vous attaque, vous attaquez aussi. Avant même qu'on vous attaque, il faut attaquer ça peut être soft. Ça veut dire que vous pouvez montrer aux gens que vous avez le pouvoir de sanctionner. Déjà avant qu'on vous attaque. Et là, on ne va pas jouer. On ne va pas jouer avec vous parce qu'ils savent que l'état d'esprit de ce leadership, ils sont prêts à briser votre économie. On n'a pas besoin d'envoyer les gens pour tirer dessus. Mais on sait que, par exemple, notre plus grand partenaire au monde, après la Chine, c'est la Zambie. Ça veut dire que la Zambie vit aux dépens du Congo. Si on leur dit non, le maïs, on coupe, ça va impacter leur économie, qui aura une implication sur leur leadership politique. Quand il y a la crise en Zambie, le président ne peut pas gagner les élections. Ça veut dire nous, on peut influencer les élections en Zambie. On peut dire aux Zambiens de faire ce que nous, on veut. On peut faire de l'Angola. Tous ces pays, on peut leur dire ce qu'on veut qu'ils fassent. Pas l'opposé. Mais c'est un esprit idéologique. Mais le prochain président, est-ce qu'il croit comme moi qu'on doit avoir des relations bilatérales? C'est un par un? Ou on va encore entrer dans SADC, est, ouest, gauche, à droite? Mais on ne sait pas leur position. Est-ce qu'ils disent qu'ils vont résoudre le problème de l'Est? Est-ce que l'approche sera régionale ou elle sera à l'interne? À l'interne. Et on va dire personne n'entre dans nos business. Tout le sortez. Si on veut punir quelqu'un, on va le punir. C'est nous qui décidons. Mais en fin de compte, après tout ce qu'on dit, même l'entrepreneuriat, j'explique aux gens, on parle de l'entrepreneuriat, mais les gens ont perdu. C'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Il y a des commerçants et des entrepreneurs. La FEC, Fédération des entreprises du Congo, ce n'est pas une fédération des entreprises. C'est une fédération des grands commerces. Entrepreneur, c'est celui qui trace un nouveau chemin. Produit ou service. Dans un domaine. Dans un domaine comme Amazon. Pour être plus clair, plus facile. Mais les gens qui vendent des trucs sur Amazon, ce ne sont pas des entrepreneurs. La plupart, ce sont des commerçants. On doit dire, oui, on doit aider l'entrepreneuriat en RDC. Mais qu'est-ce qu'on fait des commerçants? Les gens qui vendent sur en cours de route, ce ne sont pas des entrepreneurs, mais plutôt des commerçants. Tout le monde a un nez entrepreneurial en eux. Mais on doit dire, il y a des commerçants, des entreprises, il y a des industriels. Mais on n'a pas des industriels, parce qu'il n'y a pas des entrepreneurs. Ce n'est pas un problème parce qu'on vit avec le commerce. Ce n'est pas qu'on ne peut pas focus en juste... On ne peut pas faire la priorité des entrepreneurs parce que c'était aussi... Il faut comprendre tout ça pour créer un écosystème où l'entrepreneuriat peut se promouvoir. Mais on oublie tout le discours que les candidats présents font. Ils parlent de l'entrepreneur des jeunes. Mais alors le commerce, si quelqu'un veut ouvrir sa boutique et avoir des saucisses de Goma, venir vendre à Kinshasa, quel est l'accès de crédit qu'il a pour essayer le commerce? Exercer son domaine. Parce qu'on n'est pas tous des entrepreneurs. Moi, j'ai des compagnies que je fais l'entrepreneuriat. Parce que je crois pas, je n'ai pas l'habitude de faire le commerce. Et moi, je pense qu'on doit savoir ce qu'on veut faire, quel genre d'entrepreneuriat on veut créer. On doit moderniser l'esprit de l'entrepreneur au Congo, les moyens de participation au Congo, mais surtout la motivation. Quelqu'un va à l'entrepreneuriat pour faire de l'argent. Ça veut dire, je peux créer un site. J'ai un site, je ne veux pas le dire parce que vous allez me dire c'est commercial, des paris de foot. Mon plus grand problème est que les gens doivent parier avec Mobile Money. Le défi que j'ai, c'est que
il doit parier, moi je dis, avec une compagnie qu'on dit passerelle de paiement congolaise. Je ne veux pas payer, il y a des passerelles chinoises, tout ça. Je dis, pourquoi pas, à chaque fois que quelqu'un parie $1, 10 centimes va dans une compagnie congolaise qui a créé le software. Je dis, on va. De deux, on a raté une très bonne occasion de booster l'entrepreneuriat en RDC. C'est qui est la CENI. Je dis la CENI, ils ont eu à leur boîte, je crois, $1 milliard. Ils sont allés acheter les applications et aux ordinateurs, je crois en Chine et en Corée du Sud. On a injecté $1 milliard dans l'entrepreneuriat chinois et coréen, parce qu'ils devaient dessiner les applications. Pourquoi on n'aurait pas jeté un concours, tout ça, ici, pour dire aux Congolais de développer des softwares et l'État paye en avance, hein, des compagnies qui pourraient démontrer qu'ils peuvent créer des laptops. Hein. Ça veut dire si une personne vend des laptops avec un commande d'avance créé en RDC, ça veut dire que ça lui donne déjà le moyen de payer ses employés et même le marketing. Parce qu'on peut dire... et ça bénéficie également du pays? Pas également. Ça bénéficie directement au pays. Et ça fait que, imagine si quelqu'un peut créer 3000 laptops parce qu'on peut avoir différentes compagnies qui se distribuent dans le système de CENI, par exemple à Kinshasa. Directement, c'est un marketing pour lui. On saura que tel Cisco qui est congolais, il fait des laptops qui a été utilisé par la CENI qui fonctionne. Telle compagnie a créé le système d'identification ou de vote. Ce sont les jeunes Congolais qui ont créé ça, qu'on utilise à la CENI. Qu'est-ce que ça va faire? Quand on va parler du système de paiement de la DGRAD, on peut également inviter cette compagnie de le faire. Et à ce moment-là, on aura des héros congolais. Et les gens vont comprendre, non, je peux créer des systèmes et vendre en RDC. Pourquoi on n'a pas utilisé l'argent de CENI pour booster? Maintenant, la CENI dit ils n'ont pas 170 millions, il y a des machines qui ne viennent pas. C'est pas ça vient de la Chine. La CENI, c'est que chaque 4 ans, on pouvait avoir ça, l'idée. Les prochaines élections. Moi, si j'étais président des prochaines élections, tout le matériel utilisé par la CENI sera fait, acheté, construit par des Congolais en RDC. Il faut préciser, par des Congolais en RDC, parce que le diaspora aussi peut le faire et puis faire avec des blancs. Tous les matériaux devaient être initiés par les Congolais en RDC. C'est $1 milliard, plus de $1 milliard qu'on allait injecter dans l'entrepreneuriat congolais. Merci professeur, nous sommes presque à la fin. La problématique de la nationalité congolaise. Vous avez suivi Jean-Pierre Bemba qui a demandé à Moïse Katumbi de clarifier s'il est zambien ou congolais. Votre argumentaire. Est-ce que le débat, il est à la une? Est-ce que c'est ça ce qui doit être fait ou le problème est ailleurs? Le problème est ailleurs. On parle, d'ailleurs, c'est ça que je dis entre acteurs politiques. Ça veut dire Bemba a montré qu'il était acteur politique. Il n'est pas homme d'État. Il est juste un acteur politique qui a eu le pouvoir. Expliquez. Ça veut dire il pense à ses intérêts de coups de poing indirects par marqué de points. Parce que, imagine, on a un Katumbi qui a un problème plus grave que de nationalité. Il ne nous a jamais expliqué. J'ai jamais eu son interview où il explique comment et pourquoi il va faire, pourquoi il sera président. Il n'a jamais eu d'interview. Son projet de société, pourquoi on ne l'attaque pas sur ses idées idéologiques? C'est fondamentalement. Il dit qu'il ne va pas toucher les salaires. Non, il faut toucher le salaire. Comment tu vas travailler en tant que président de la République, tu ne touches pas les salaires? Déjà, imagine... Et tu entres là-bas pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Déjà, tu es en train... Parce que même la Bible le dit. Qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Oui, mais moi, je suis athée. Je parle du monde en général. Merci beaucoup. Je suis content. Je dis, par exemple, quelqu'un qui vient ici, qui dit, je veux travailler à la radio, je veux vous aider, mais vous ne me payez rien. C'est pas possible. Et le matin, tu es là, le soir, tu es là, et tu rentres comment et tout ça. Donc, il y a Anguille-sur-Roche. Anguille-sur-Roche, il y a, si je peux citer, par exemple, je pense Donatra, ils sont impayés pendant, je crois, 12 mois ou quelque chose, mais c'est présent chaque jour au travail. Pour faire quoi? Et comment? Ils marchent à pied, je ne sais pas.
Ça veut dire qu'il y a autre chose, le moyen qui trouve l'argent, qui peut des fois dépasser leur salaire. Comment un fonctionnaire... on trouve que ces salaires-là... Oui, mais il ne se plaint pas. On n'est pas payé, mais il vient chaque jour au travail. Non, il faut qu'il soit payé. Mais il doit nous dire, est-ce que ça vaut la peine de le payer? Et c'est ça qu'il doit nous présenter, nous convaincre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien dit. Je n'ai pas vu Moïse Katumbi dire quelque chose, interview avec les journalistes, un par un. Et Mbemba, au lieu de l'attaquer de cette façon-là, ça c'est homme d'État, parce que ça serait une question, il mettait le bénéfice de la République pour dire, on doit avoir quelqu'un qui répond aux questions. Voilà. Il nous parle de autant de millions de dollars, des milliards de dollars qui seront comme budget. Comment ça va se faire? Mais toi, tu parles de la nationalité. Je dis la nationalité, d'ailleurs, moi je suis pour qu'on change dans la Constitution, la nationalité doit être par naissance. Pas parce qu'on est issu d'une tribu qui existait avant 1960. Ça veut dire qu'on se définit par rapport à la colonisation. Je dis que Katumbi soit jamaïcain, je ne sais pas qui, ça importe le moins. C'est son petit problème. C'est son petit problème. Notre problème, c'est que est-ce que lui, il est en mesure de, après ce mandat de 5 ans, de laisser un Congo plus prospère que ce qu'il a trouvé? Voilà. Et comment il va le faire? Comment il va le faire? Le reste, sinon on va commencer à dire, on peut aller même plus bizarrement commencer à parler de l'orientation sexuelle des gens. On peut dire quelqu'un a 2 femmes, a une copine à côté. On avait prévu. Quelqu'un fume ou fume pas trop. Il marche ceci, il a des cheveux blancs. Non, ça c'est distraction. Quand on est homme d'État, on pose des questions qui prennent la primauté, les questions de bénéfice de la nation. Les petites guerres pour s'aboyer. J'ai vu, comment s'appelle le docteur Mukwege et le président Félix. Non, l'un dit que les homosexuels doivent avoir les droits, l'autre n'a pas dit. Je dis... La participation du genre. Je dis ça encore, ils sont en train de s'aboyer. Moi, je pensais même que Mukwege n'allait pas répondre pour se montrer homme d'État, mais lui aussi s'est montré acteur politique. Alors, c'est ça le problème. À la fin de la journée, même la loi électorale, on devait poser la question au prochain président. Est-ce qu'il va changer la loi électorale? Comment il la trouve? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce que vous croyez qu'il y aura élection? Nous sommes déjà à la fin. Tôt ou tard. Il reste quelques jours, il n'y a pas encore d'autres matériaux. Je ne suis pas pressé pour que les élections se fassent. Si on va faire quelque chose, on doit le faire pour de bonnes raisons. On ne doit pas en faire seulement une pratique, juste pour plaire au monde. Parce que la question aujourd'hui qu'on parle, on pense de la crédibilité de la nation. On ne pense pas de la relevance de la vie des Congolais de ces élections. Joseph Mogno, au cas où il n'y aura pas élection, comment sera dirigé le pays? Le Congo sera toujours Congo. On sait comment on l'a fait à la congolaise. On peut ne pas s'aimer, on peut se chamailler dessus, mais on ne se brise pas. On va toujours trouver la solution. Pour l'intérêt du Congo. Pour l'intérêt du Congo. Comment on peut trouver l'intérêt du Congo et apprendre certaines notions de l'histoire? On devrait se poser la question, comment il n'y a pas d'élection? Comment on est arrivé là où on est arrivé? Ça veut dire peut-être on ne devrait pas laisser les églises choisir quelqu'un à la tête de la CENI. On devrait en train d'avoir posé des questions bien avant. Peut-être on devait même approcher le système décentralisé de la CENI. Chaque province organise les élections et il y a un pouvoir central, mais qui ne contrôle pas le budget, la logistique. Pourquoi pas ça? On doit se poser des questions. Pourquoi on est arrivé là où on est arrivé? Est-ce que c'est la faute de Félix, de Kadima? On doit l'approcher sur une façon beaucoup plus cérébrale. Comment on est arrivé là où on est arrivé? Ce n'est pas seulement la faute de Kadima ou faute de Félix. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées que les Congolais n'ont pas posé le bon problème, n'étaient pas éveillés, n'ont laissé les gens faire ce qu'ils ont. Le Parlement n'a pas suivi. Comment on a invité les gens au Parlement qui seront aussi surpris comme nous qu'on est arrivé là où on est arrivé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont cassé. Le système n'a pas marché pour le Congolais. Votre dernier mot, nous sommes à la fin.
Je dis que je suis triste pour dire qu'on risque, avec la qualité pauvre du dialogue national, de se retrouver encore une fois avec un président qui va aller bricoler et chaque fois on va être surpris de cette décision qu'il va prendre. On risque de se retrouver encore. Combien de fois on va le faire? Heureusement qu'on est là. Ça veut dire, je regarde l'âge des acteurs politiques. Je dis, tous bientôt, ils seront vieux, ils ne seront pas. Mais comment, comme on le fait maintenant, en train de planter dans la cervelle du Congolais un autre débat et des relevances. Je pense que chaque année qui part, ça allait de pire en pire. On doit voir aussi la responsabilité de l'ancien président Kabila, qui a passé les élections de deux tours. À un tour, la caution élevée. Mais heureusement, moi je dis, en 2022-2023, je suis un Congolais qui a défini la loi électorale. Je vois déjà qu'en 2027, il y aura beaucoup de gens qui vont défier la loi électorale. Quel genre de gens qui vont se présenter demain aux élections? Je crois au futur, mais pas au présent. Maintenant, on va essayer d'avoir un président et espérer qu'il ne va pas faire tellement de dégâts. Mais 2028, sachez bien que les élections 2028, ça commence déjà à partir d'aujourd'hui. Il faut déjà se préparer. Il faut préparer le Congolais à un débat ou contaminer le Congolais à un débat de qualité. C'est un travail que moi j'attaque les journalistes pour dire qu'ils ne le font pas en tant que quatrième pouvoir. Nous sommes à la fin. Merci. Merci pour l'invitation. Merci, professeur José Kimonyo, analyste politique économique. Je m'excuse qu'on ne fait pas ça souvent, mais je vais essayer qu'on fasse ça plus souvent. Merci beaucoup. Prière d'être là quand on a besoin de vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission mise en onde par Eddy Kassamba. Jean de Dieu Moukadou Akaronde l'a présenté. L'invité du jour était professeur José Kimonyo, analyste politique économique. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours fidèle pour la suite de notre programmation.